La pauvre paysanne offrit un abri à un inconnu, sans imaginer que sa vie changerait pour toujours. Claire Moreau vivait là depuis toujours. 32 ans entre les pâturages verts, les cloches des vaches au loin et le silence épais des montagnes d'Annecy. Chaque matin, elle se levait avant le soleil, enfilait ses bottes usées et commençait sa routine. Traire les vaches, retourner les fromages de chèvre affinés à la main, vérifier les clôtures, puis s'occuper du potager. Une vie rude, mais connue, prévisible. Claire n'aimait pas les surprises. Pas depuis que Julien l'avait laissée à une semaine du mariage, sans un mot, sans une raison. La ferme appartenait à ses parents, des gens simples, travailleurs, emportés trop tôt par un accident de voiture dans un virage gelé. Depuis ce jour-là, Claire portait le deuil dans chaque geste. Pas de maquillage, pas de rires inutiles, seulement l'effort quotidien et les factures qui s'accumulaient. Le notaire avait été clair. Sans un plan solide ou une aide extérieure, la ferme finirait par être saisie. Mais Claire s'accrochait, par fierté, par habitude, ou simplement parce qu'elle ne connaissait rien d'autre. Ce soir-là, le ciel s'assombrissait plus vite que d'habitude. Les nuages s'étaient empilés comme des menaces et l'air avait changé. Claire sentait toujours ces choses-là, comme une bête des bois qui pressent le danger. Elle rangeait les derniers outils quand les premières gouttes tombèrent, épaisses, lourdes. Puis ce fut la déferlante. La pluie battait le toit de tôle avec fureur. Elle se précipitait vers la maison quand elle aperçut une silhouette au bord du chemin boueux à quelques mètres du portail. L'homme était seul, debout mais vacillant, trempé de la tête aux pieds. Il portait une chemise blanche collée à la peau, un pantalon de ville, et ses chaussures n'étaient pas faites pour marcher dans la boue. Il leva la main faiblement quand il vit Claire. Elle s'arrêta net. Son cœur se serra. En pleine tempête, un inconnu au milieu de nulle part, son premier réflexe fut de reculer, de refermer la barrière. Mais quelque chose dans son regard, pas la peur, pas la menace, mais une lassitude profonde, la fit hésiter. Il ne disait rien au début. Il attendait, les yeux plantés dans les siens, comme s'il ne voulait pas l'effrayer. Puis il parla d'une voix rauque. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'un abri juste pour un moment. » Claire regarda autour. Aucune voiture, aucune trace de pneus, rien que la pluie et le froid. Elle n'avait pas l'habitude d'ouvrir sa porte aux étrangers, surtout pas la nuit. Mais l'homme semblait à bout. Il ne portait aucun sac, aucun téléphone visible, et ses mains, bien que rouges de froid, étaient impeccables, presque soignées. Il ne ressemblait à aucun des gens du coin. Elle resta silencieuse. Le vent fouettait son visage, ses cheveux collaient à ses joues. L'homme frissonnait. « Je ne veux rien de vous, dit-il. Juste un endroit sec, une grange, une chaise. » Claire inspira profondément. Puis, d'un geste sec, elle ouvrit le portail. Sans dire un mot, elle lui fit signe de la suivre jusqu'au vieux hangar derrière la maison. Il ne protesta pas. Il boitait légèrement. Lorsqu'ils arrivèrent, elle ouvrit la porte du bâtiment, alluma une lampe suspendue et lui désigna un coin sec où il pourrait se reposer. « Pas de bêtises, prévint-elle. Sinon, je vous mets dehors, même sous la grêle. » L'homme hocha la tête, reconnaissant. « Merci. » Claire retourna à la maison, le cœur battant. Elle verrouilla toutes les portes, prit un couteau de cuisine et s'assit près de la fenêtre. La pluie continuait de tomber. Le hangar était visible de là. Pas de mouvement suspect. Rien que l'écho du silence et des souvenirs confus. Pourquoi avait-elle accepté? Pourquoi ce regard l'avait-il troublée? Peut-être parce qu'il n'avait pas supplié, parce qu'il semblait s'être déjà abandonné à quelque chose. Elle resta là longtemps, incapable de trouver le sommeil. Et dans le silence fragile de cette nuit de tempête, Claire sentit que quelque chose venait de basculer. Elle ne le savait pas encore, mais cet homme, ce silence, ce choix impulsif, tout allait changer. Le calme de ses jours, l'ordre de ses habitudes, même le poids de ses blessures anciennes. Tout avait commencé par une main tendue, un regard épuisé et une porte entr'ouverte. Le lendemain, la pluie avait laissé place à un ciel pâle, presque blanc, comme si le monde retenait son souffle après la violence de la nuit. Claire s'était levée tôt, comme toujours. Les gestes mécaniques l'aidaient à ne pas penser, à ne pas sentir. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Le souvenir de l'homme dans le hangar flottait dans son esprit. Elle aurait préféré croire que c'était un rêve, un élan de pitié passager. Mais non, elle avait bel et bien laissé un inconnu pénétrer son univers fermé. En ouvrant la porte arrière de la maison, elle scruta le hangar. Aucun bruit, rien ne bougeait.
Une part d'elle espérait qu'il soit déjà parti, qu'il ait disparu comme il était venu, emporté par la tempête. Elle descendit lentement les marches, ses bottes frappant la terre humide, et poussa la porte du vieux bâtiment. Il était là, assis sur une botte de foin, les yeux ouverts, l'air paisible. Il semblait l'attendre. Il se leva d'un bond en la voyant. « Bonjour, et merci encore pour hier soir. » Il parlait doucement, un français impeccable, mais avec une retenue, comme s'il mesurait chaque mot. « Vous avez dormi ?» demanda Claire sans s'approcher. « Un peu. J'ai surtout écouté la pluie. C'était étrange. Apaisant, en fait. » Elle le regarda plus attentivement. Malgré sa chemise encore froissée et les cernes sous ses yeux, il gardait une certaine prestance. Son dos droit, ses gestes précis et ce ton de voix presque calme, trop calme pour un homme censé être perdu. Elle croisa les bras. « Vous avez un nom ?»« Laurent. Laurent Dubois. » Elle hocha lentement la tête, sans dire si elle croyait ou non à cette réponse. « Et qu'est-ce que vous faisiez sur cette route, hier soir ?»« Justin voyageait. Ma voiture a été volée pendant que je faisais une pause. Mon téléphone était à l'intérieur. Plus de papier, plus de portefeuille. J'ai marché jusqu'à ce que je vous voie. » Son regard ne fuyait pas, mais quelque chose sonnait faux, trop propre, trop composé. Claire n'était pas du genre à poser 1000 questions, mais elle savait reconnaître un homme qui cachait quelque chose. Elle le désigna d'un geste du menton. « Vous n'avez pas l'air d'un homme habitué à marcher sur les routes de campagne. » Il esquissa un sourire. « Non, c'est vrai, mais il faut bien s'adapter. » Elle le laissa là, retourna à la maison et prépara un café fort. Elle n'allait pas le garder ici. Un jour, 2 tout au plus, juste assez pour qu'il reprenne ses forces, rien de plus. Mais au moment où elle s'asseyait pour boire, elle entendit du mouvement derrière la maison. En sortant, elle le vit. Laurent s'était mis à balayer le sol du hangar, avait redressé des outils, empilé des sacs de graines tombés la veille. « Je ne peux pas rester là sans rien faire », lança-t-il en la voyant approcher. « Donnez-moi quelque chose à faire. Je suis plus utile que j'en ai l'air. » Claire, déconcertée, haussa les épaules. « Très bien. Commencez par nourrir les chèvres et essayez de ne pas vous faire mordre. » Elle le regarda partir, maladroit au début, puis étonnamment à l'aise. Il apprenait vite, trop vite, et plus les heures passaient, plus elle notait des détails qui la troublaient. Ses mains, bien que légèrement blessées par le travail, restaient soignées. Il maniait les outils comme s'il les avait déjà tenus, mais avec la prudence de quelqu'un qui n'a pas grandi dans ce monde. Ses gestes étaient précis, presque élégants. Et surtout, il parlait avec une courtoisie désuète, comme s'il venait d'un autre siècle. À midi, elle lui apporta un bol de soupe. Il s'assit avec reconnaissance, les traits fatigués mais le regard vif. « Vous avez toujours vécu ici ?» demanda-t-il. « Toujours. Et cela vous suffit ?» Claire fronça les sourcils. « Ce n'est pas une question de suffisance, c'est une question de survie. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. » Il hocha la tête, silencieux. Leurs regards se croisèrent. Il ne parlait pas comme un vagabond. Il écoutait, vraiment. Et cela, Claire n'y était plus habituée. Depuis la mort de ses parents, personne ne l'avait regardée comme ça, avec cette attention calme, sans jugement. Mais elle refusait de se laisser attendrir. Elle connaissait les gens. Elle connaissait les beaux parleurs. Dans l'après-midi, elle le vit s'éloigner discrètement vers le verger. Elle ne le suivit pas tout de suite. Mais un quart d'heure plus tard, curieuse, elle sortit sur la terrasse. Ce qu'elle entendit la fit s'immobiliser. Laurent, dos tourné, parlait au téléphone. Et il parlait en anglais. Parfaitement, sans accent. Son ton avait changé. Plus sec, plus rapide. « No, I told you. I need more time. Tell them to wait. I'll handle it. Do not contact me again until I say so. » Claire recula d'un pas. Son cœur battait plus fort. Il avait dit qu'il n'avait pas de téléphone. Alors comment? Elle fit demi-tour sans bruit, retourna à la maison et s'assit. Une colère froide montait en elle. Il l'avait menti. Bien sûr qu'il l'avait menti. Quand il revint, elle ne dit rien. Elle le regarda entrer dans le hangar, s'asseoir, se frotter les tempes comme un homme en proie à un dilemme invisible. Un homme qui porte un autre monde sur ses épaules. Ce soir-là, Claire verrouilla sa porte 2 fois. Et pourtant, elle savait déjà qu'elle ne pourrait pas l'ignorer. Cet homme n'était pas ce qu'il prétendait être. Et malgré tout, une part d'elle, infime, irritante, voulait savoir pourquoi.
Elle n'était pas stupide. Elle avait déjà été trahie. Elle ne ferait pas 2 fois la même erreur. Mais le silence entre eux n'était pas vide. Il était plein de ce que personne ne disait. Et dans ce silence, quelque chose, peut-être une faille, peut-être une vérité, commençait à se former. Les jours suivants se déroulèrent dans une routine étrange, troublée par la présence de Laurent. Il ne demandait rien, n'imposait rien, mais trouvait toujours une façon de s'intégrer dans les tâches de la ferme, comme s'il en faisait partie depuis des années. Claire, d'abord méfiante, observait en silence. Il travaillait bien, mieux que la plupart des saisonniers qu'elle avait embauchés par le passé. Il réparait les clôtures brisées sans qu'on le lui demande, entretenait le tracteur avec une aisance suspecte et proposait même des solutions pour améliorer le rendement des champs. Un matin, elle le surprit à redessiner sur une feuille de papier l'orientation des plantations pour optimiser la lumière et l'irrigation. Il y avait même ajouté des calculs, des schémas, des flèches, comme s'il avait fait cela toute sa vie. Claire, pourtant, n'avait jamais mentionné de problème d'irrigation. Elle commençait à se sentir dépassée par cette intrusion subtile. Cet homme, censé être perdu, semblait comprendre les rouages de la ferme mieux qu'elle-même. Et ce n'était pas seulement les gestes, c'était aussi les mots. Il parlait de fertilisation comme un agronome, de gestion de stock comme un logisticien, de finances comme un comptable averti. Elle finit par lui demander d'où il tirait toutes ses connaissances. « J'ai beaucoup lu », répondit-il simplement, un sourire effacé aux lèvres. Ce genre de réponse suffisait à Claire pour sentir son instinct s'alarmer. Elle avait passé sa vie entourée de gens concrets, de ceux qui apprenaient en faisant, pas en lisant. Et ce qu'elle voyait dans les gestes de Laurent, ce n'était pas de la théorie, c'était de la pratique maîtrisée. Un après-midi, alors qu'elle vidait une vieille boîte à outils rouillée dans l'atelier derrière la grange, elle trouva un objet qui n'avait rien à y faire. C'était une petite carte rigide, noire, avec un nom écrit en lettres argentées, Laurent Dubois. En dessous, un logo discret, élégant, gravé à chaud, un cercle doré entourant 2 lettres, D et I entrelacées. Elle retourna la carte. L'adresse indiquait un immeuble luxueux dans le 8e arrondissement de Paris. Au bas, une ligne. Président-directeur général, Dubois Industries. Le cœur de Claire se serra. Elle s'assit, la carte entre les doigts, et la relut plusieurs fois. Elle n'avait pas entendu parler de cette entreprise, pas dans son monde. Mais l'élégance de la carte, la froideur du titre, le luxe discret du logo, tout respirait une puissance que rien ne pouvait justifier ici, au milieu des montagnes. Elle retourna dans la maison, alluma son vieil ordinateur portable, connecta le modem capricieux et tapa les mots Laurent Dubois Industries dans le moteur de recherche. Ce qu'elle découvrit la fit se reculer sur sa chaise. Des articles économiques, des portraits dans des magazines internationaux, des interviews filmées. Le même visage que celui qui dormait dans son hangar, le même regard, le même homme, souriant en costume, discutant d'investissement, parlant de croissance durable et de leadership mondial. Elle lut en silence. Il n'était pas un voyageur, il n'était pas un homme perdu, il n'était même pas un inconnu. Il était un des hommes les plus riches d'Europe, et il vivait, depuis plusieurs jours, dans sa ferme sans jamais avoir prononcé un mot de vérité. Quand elle sortit, elle le trouva en train de réparer une roue de brouette concentrée, les manches retroussées, les mains pleines de graisse. Il leva les yeux, vit son expression et se figea. « Tu es Laurent Dubois », dit-elle sans détour. « Le vrai, le PDG. » Il ne répondit pas tout de suite. Il essuya ses mains sur un chiffon, se redressa et hocha lentement la tête. « Oui, tu m'as menti. Je ne t'ai jamais dit la vérité, c'est vrai. Mais je ne t'ai pas menti non plus. Pas vraiment. » Claire éclata d'un rire sec. « Pas vraiment? Tu t'es fait passer pour un homme perdu, sans téléphone, sans papier. Tu dors dans ma grange, tu travailles ici. Tu me regardes droit dans les yeux et tu dis que tu n'as pas menti. Je voulais juste disparaître, pour un temps, être quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas que mon nom me précède. Tu es en fuite ?» Il détourna le regard. « Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique. » Il resta silencieux. Trop longtemps. Claire sentit la colère monter. « Tu profites de ma gentillesse, tu t'immisces dans ma vie, tu changes mes outils de place, tu modifies mes chants, et maintenant tu joues les hommes discrets. Tu dois partir. » Il ne bougea pas. « Je ne suis pas dangereux, Claire. Tu n'as pas besoin de l'être. Tu es un mensonge. »
Elle tourna les talons, retourna à la maison et claqua la porte derrière elle. Elle resta là, debout, le souffle court, les mains tremblantes. Elle n'aimait pas qu'on prenne sa confiance. Elle en avait si peu à donner. Pourtant, elle ne pouvait pas nier ce qu'elle ressentait. Il n'avait jamais tenté de la manipuler. Il n'avait rien exigé, rien pris. Mais il avait caché ce qu'il était, ce qu'il fuyait. La nuit tomba. Claire n'alla pas vérifier le hangar. Elle refusa de penser à lui. Mais à minuit passé, elle entendit frapper. Une fois, 2 fois, doucement. Elle ouvrit. Il était là, les yeux fatigués, les cheveux en désordre, un manteau qu'elle ne lui avait jamais vu. « Je vais partir demain matin, mais avant ça, je veux te dire la vérité. Au moins une partie. » Elle croisa les bras sans répondre. Il continua. « Je ne suis pas ici par hasard. Et ce que je fuis, ce n'est pas un scandale, ce n'est pas la justice. C'est quelque chose de plus dangereux que ça. Je me suis retrouvé au cœur d'un piège. Quelqu'un, dans mon entourage, essaie de me faire tomber, de me ruiner, et je ne savais plus à qui faire confiance. J'ai laissé mon téléphone, ma voiture, et j'ai pris le premier train. J'ai erré, et je suis tombé sur cette route, sous la pluie. C'est tout. » Claire ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit, « Tu aurais pu dire tout ça dès le début. Tu ne m'aurais jamais laissé entrer. » Elle détourna les yeux. Il avait raison. Elle referma la porte sans un mot. Pas par cruauté, mais parce qu'elle avait besoin de temps. Il avait commencé à dire la vérité, mais elle sentait qu'il y en avait plus, beaucoup plus. Et dans cette nuit glacée, alors qu'elle s'asseyait à nouveau près de la fenêtre, elle comprit qu'elle n'était pas seulement en train de protéger sa ferme. Elle protégeait son cœur, et cet homme, aussi habile soit-il, allait devoir faire plus que réparer une brouette pour mériter sa confiance. Le lendemain matin, Claire se leva avant l'aube, comme toujours. Mais cette fois, son rythme avait changé. Ses gestes, d'habitude fluides, étaient saccadés. Elle se brûla en versant le café, laissa tomber une assiette, oublia d'ouvrir la barrière du pâturage. Quelque chose l'habitait, quelque chose qu'elle refusait encore de nommer. Dans sa tête, les mots de Laurent résonnaient en boucle. Chaque phrase, chaque silence, chaque détour. Elle ne savait plus quoi croire, ni à quel moment exactement il avait cessé d'être un simple inconnu pour devenir une présence dérangeante dans son quotidien. Laurent, fidèle à sa parole, était resté discret. Il n'était pas réapparu au petit déjeuner ni venu proposer son aide aux premières heures de la matinée. Il avait respecté la distance imposée. Mais Claire savait qu'il était toujours là. Elle le sentait. Elle le voyait parfois au loin, près du champ, immobile, les bras croisés, observant la ligne des arbres comme s'il cherchait une direction, un signe. Vers la fin de la matinée, elle entra dans la maison et posa la carte de visite qu'elle avait trouvée sur la table. Le logo brillant la fixait comme un rappel. Elle s'assit, ouvrit à nouveau son ordinateur et approfondit sa recherche. Dubois Industries n'était pas une petite entreprise familiale. C'était un empire, présente dans plus de 30 pays, avec des investissements allant de l'énergie verte à l'intelligence artificielle. Et au centre de tout cela, Laurent. Des photos montraient ses visites à Davos, ses apparitions à des galas de bienfaisance, ses discours dans des conférences fermées, un visage public, un homme suivi, surveillé, scruté. Et pourtant, il avait choisi de disparaître dans une ferme isolée, à plusieurs centaines de kilomètres de son monde. Pourquoi ici? Pourquoi elle? Claire ferma l'ordinateur d'un coup sec. Elle avait besoin de réponses. Elle traversa le terrain d'un pas rapide, déterminé, jusqu'au hangar. Laurent y était, en train de replacer des outils sur une étagère bancale. « Dis-moi tout, maintenant !» Il se retourna lentement, comme s'il attendait cette confrontation depuis longtemps. Il ne prit pas un ton défensif. Il n'essaya pas de la désarmer par la douceur. « Tu as trouvé la carte, dit-il. »« Oui, et tout le reste. Je sais qui tu es. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu fais ici. Et ne me dis pas que tu es venu pour réfléchir. Tu pourrais réfléchir depuis un yacht ou un chalet en Suisse. Alors pourquoi ici? Pourquoi moi ?» Il s'appuya contre le mur, les bras croisés, et parla d'une voix calme. « Parce que j'ai tout perdu en une semaine. Ou presque. Quelqu'un que je pensais être un allié a manipulé mes associés, monté un plan pour me faire virer du conseil. Il a fabriqué de fausses preuves, corrompu un auditeur interne et lancé une procédure d'éviction. Si j'étais resté, j'aurais perdu tout ce que j'ai construit. Alors j'ai fait le seul mouvement inattendu.
J'ai disparu, sans prévenir, sans trace. Je savais qu'il paniquerait, qu'il se révèlerait en pensant que j'étais hors jeu. Et tu crois que ça suffit pour que je te croie, pour que je t'ouvre ma porte? Je ne te demande pas ça. Je veux juste que tu comprennes que je ne suis pas venu ici pour t'utiliser. J'ai fui, oui. Mais quand je t'ai vu au milieu de cette route, avec cette lumière étrange dans les yeux, j'ai compris que ce lieu, ce n'était pas seulement un abri. C'était un rappel de ce qui compte vraiment. Claire secoua la tête, frustrée. Tu parles comme dans un discours d'entreprise. Tu veux que je ressente quoi exactement? De la compassion pour un PDG en cavale? Non, je veux que tu vois l'homme, pas le titre. Le type épuisé qui, pour la première fois en 10 ans, s'est sali les mains pour quelque chose de vrai. Il s'approcha lentement et posa la carte de visite sur une étagère vide. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'ai eu peur que tu me rejettes dès le départ. J'ai menti par omission. Et je le regrette. Claire, silencieuse, regardait la carte. Le nom semblait étranger maintenant. Il y avait le Laurent du hangar, de la brouette réparée, de la soupe partagée. Et il y avait ce Laurent des articles financiers, des photos en costume. 2 mondes, 2 vérités. Tu vas rester? Demanda-t-elle enfin. Si tu me laisses rester. Et si je dis non? Il haussa les épaules. Alors je partirai. Mais je n'oublierai jamais ce que tu m'as offert ici, même sans le vouloir. Elle le regarda longuement. Il y avait de la sincérité dans sa voix, dans ses yeux. Pas de charme forcé, pas de manipulation. Juste un homme usé, acculé, qui avait trouvé un refuge là où il ne s'y attendait pas. Et malgré tout ce qu'elle aurait voulu ressentir, colère, rejet, méfiance, elle ne pouvait s'empêcher de voir, derrière les couches de pouvoir, un regard fatigué qui cherchait simplement un peu de paix. Tu dors dans le hangar et tu continues d'aider, mais plus de mensonges, plus de jeu. D'accord, répondit-il sans hésiter. Claire tourna les talons, retourna vers la maison et sentit, pour la première fois en plusieurs jours, une sorte de calme étrange s'installer en elle. Elle n'avait pas pardonné, pas encore, mais elle avait décidé de ne pas fuir, pas cette fois. Dans la nuit, elle ouvrit la fenêtre de sa chambre. Le vent frais s'engouffra doucement, portant avec lui l'odeur de la terre humide et du bois sec. En bas, la lumière du hangar restait allumée. Une silhouette y bougeait, paisible. Pour une fois, elle ne se sentit pas envahie, juste accompagnée. Le vent avait changé de direction ce matin-là. Il venait du nord, sec et froid, soulevant la poussière sèche entre les sillons. Claire avait toujours su lire les signes du ciel, des bêtes, des feuilles. Mais elle avait encore du mal à lire ce qui se passait chez elle, sous son propre toit, ou plutôt dans son hangar. Depuis la veille, depuis les aveux de Laurent, quelque chose avait basculé, mais pas comme elle l'avait imaginé. Il n'était plus un mystère complet, mais il n'était pas encore un homme qu'elle pouvait comprendre entièrement. Il flottait quelque part entre les deux, et elle ne savait pas comment gérer cette ambiguïté. Il avait continué à travailler, comme s'il voulait se racheter par la sueur. Il réparait, portait, coupait, nettoyait. Mais Claire savait que ce n'était pas par besoin. Ce n'était pas un homme qui avait grandi dans le manque. Chaque geste précis cachait une fatigue ancienne, une volonté presque désespérée de prouver quelque chose. Et plus elle l'observait, plus elle reconnaissait en lui une solitude qui n'était pas si différente de la sienne. 2 solitudes opposées, l'une née du vide, l'autre née du trop-plein. Lui avait fui le bruit, elle, l'absence. Et maintenant, ils partageaient le même silence. Ils ne parlaient pas beaucoup. Les mots semblaient inutiles, peut-être même dangereux. Un soir, alors qu'ils vérifiaient ensemble les grilles du pâturage, Claire posa la question qu'elle évitait depuis des jours. « Tu n'as pas peur qu'on te retrouve ici ?» Il haussa les épaules. « Si, mais je ne suis pas resté en vie si longtemps en laissant la peur guider mes pas. Tu as des ennemis puissants, non? Le pouvoir crée toujours des ennemis, ce n'est pas nouveau. Et tu crois pouvoir les battre en restant ici à traire des chèvres ?» Laurent la regarda sans sourire. « Non, mais ici je retrouve quelque chose que j'ai perdu depuis longtemps. Quelque chose de plus précieux que n'importe quel poste. J'essaie juste de me souvenir de qui je suis quand personne ne me regarde. » Claire ne répondit pas. Elle comprenait mieux qu'elle ne voulait l'admettre. Plus tard, ce même soir, ils dînèrent ensemble dans la cuisine. Pas un repas formel, juste du pain, du fromage et une soupe épaisse. Il la remercia d'un simple regard. Claire, accoudée à la table, finit par lui poser une autre question. « Tu n'as jamais été tentée de tout abandonner? De vendre, de disparaître complètement,
D'aller quelque part où personne ne connaît ton nom? Il prit un instant avant de répondre. Bien sûr, mais j'ai bâti cette entreprise avec mes propres mains. Pas seul, mais avec une vision. Et maintenant, un homme, un ancien associé, veut me la voler. Il ne veut pas seulement l'argent. Il veut mon nom, mon héritage. Je ne peux pas laisser ça arriver. Et pourquoi es-tu parti alors? Parce que le piège était trop bien monté. Ils avaient tout prévu, même ma réaction. Alors j'ai cassé la logique. J'ai disparu. Je les ai obligés à improviser. Je leur ai retiré le contrôle. Et pendant qu'ils cherchent où je suis, je prépare mon retour. Claire se leva, ramassa les assiettes. « Tu n'as encore dit que la moitié. »« Oui. Et l'autre moitié ?» Il la regarda longuement, mais resta silencieux. Elle ne le pressa pas. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'un événement extérieur les ramena brutalement à la réalité. En fin de journée, alors qu'elle chargeait des caisses de légumes dans la remorque, Claire aperçut un véhicule noir, garé à une 50aine de mètres de l'entrée de la ferme. Vitres teintées, moteur coupé. Il ne bougeait pas. Elle le fixa un moment, avant de s'approcher à pas lents. Mais le véhicule démarra brusquement et disparut sur la route sinueuse, soulevant un nuage de poussière. Elle retourna vers le hangar, plus vite qu'elle ne l'aurait voulu, et trouva Laurent en train de trier des outils. « On est surveillé, dit-elle. Il ne posa pas de questions. « Ils ont retrouvé ma trace. Tu crois qu'ils savent pour moi? Probablement. Ce genre de gens ne laisse rien au hasard. » Elle le vit pour la première fois inquiet, mais pas pour lui, pour elle. « Tu es en danger, Claire, et c'est de ma faute. Je vis en danger depuis des années. Ce n'est pas toi qui as mis cette ferme au bord de la faillite. Ce n'est pas toi qui as laissé une lettre de rupture la veille du mariage. Je sais encaisser. Mais tu n'as pas à le faire seul. Et pourtant, je l'ai toujours fait. » Il s'approcha, lentement. Trop près, peut-être, mais elle ne recula pas. « Tu m'as offert quelque chose que je n'attendais plus. Pas un toit, pas un lit, une vérité, une pause. » Elle détourna le regard, émue malgré elle. « Je ne suis pas un cadeau, Laurent. Je suis une femme qui se bat chaque jour pour que ses dettes ne lui volent pas la terre sous ses pieds. Je ne suis pas un refuge, je suis un champ de bataille. Alors laisse-moi me battre avec toi. » Il ne tenta pas de l'embrasser. Il ne tendit pas la main. Il ne fit que rester là, droit, les yeux plantés dans les siens. Claire, elle, resta silencieuse. Mais son cœur avait compris avant sa tête. La nuit fut longue. Aucun des deux ne dormit vraiment. La tension était palpable. La peur aussi. Mais il y avait une nouvelle forme de force dans leur silence, comme si, malgré tout, ils étaient en train de choisir la même direction, à défaut de la même route. Et dans ce lien fragile, fait de silence, de gestes, de demi-vérité et d'actes sincères, quelque chose naissait. Une confiance peut-être, une alliance sûrement. Car la guerre que Laurent avait laissée derrière lui venait de les retrouver. Et désormais, il n'était plus seul à devoir la mener. La matinée s'annonçait ordinaire, du moins autant qu'elle pouvait l'être depuis l'arrivée de Laurent dans la vie de Claire. Elle s'était levée à l'aube comme toujours, nourri les bêtes, vérifié les barrières et arrosé les légumes. Laurent, désormais intégré au quotidien de la ferme, préparait les outils pour la journée sans un mot de trop. Leur complicité silencieuse devenait une habitude, un confort qu'aucun des deux n'avait osé nommer. Pourtant, ce calme apparent fut brutalement interrompu par le crissement sec de pneus sur le gravier. Claire leva la tête. Une berline noire, longue, brillante malgré la poussière du chemin, venait de s'arrêter devant la ferme. 2 hommes en costume sombre en descendirent. L'un portait une mallette, l'autre un manteau ajusté malgré la température douce. Aucun ne semblait à sa place dans ce décor de campagne. Claire essuya ses mains sur son tablier et s'avança, le dos droit, le regard méfiant. « Bonjour, dit le plus jeune, un ton parfaitement neutre. Nous cherchons un certain Laurent Dubois. » Claire plissa les yeux. « Il n'y a pas de Laurent ici. C'est une ferme, pas un hôtel. Nous avons des raisons de croire qu'il a été vu dans les environs. Nous représentons ses intérêts professionnels. Il a disparu récemment et son entreprise s'inquiète. » Le second homme, plus âgé, observait les alentours avec insistance. Ses yeux se posaient partout, sur la maison, les champs, le hangar. Trop de questions silencieuses dans un seul regard. Claire sentit un pic de tension lui remonter l'échine. Elle respira lentement, comme elle le faisait avant d'entrer dans l'étable, là où les animaux sentent la peur. « Je ne peux rien pour vous. Peut-être que vous devriez voir avec la gendarmerie. » Le plus jeune sourit, un sourire sans chaleur.
Ce n'est pas une affaire judiciaire, juste une inquiétude de la part du conseil d'administration. Je ne suis pas une assistante sociale. Et vous n'êtes pas bienvenus ici sans invitation. » L'homme plus âgé fit un pas vers elle. « Si jamais vous le voyez, dites-lui que son absence prolonge les dégâts et qu'il n'y a plus beaucoup de temps. » Claire soutint son regard sans ciller. « Je ne dis rien à des inconnus en costume. » Ils repartirent sans insister. Mais leur lenteur, leur manière d'observer, comme s'ils prenaient des notes mentales, laissait une trace désagréable. Elle les regarda s'éloigner jusqu'à ce que la poussière de leur passage soit retombée. Alors seulement elle retourna vers le hangar. Laurent l'attendait déjà, les traits tendus. Il avait vu la scène de loin, mais n'avait pas bougé. « Ils t'ont vu ? » ?»« Oui. Ils t'ont réclamé par ton nom. Et ils savent que tu es ici. Ce n'était qu'une question de jours avant qu'ils reviennent. » Il se passa une main sur le visage. « Ce sont des hommes de mon ancien directeur financier. Il a organisé le piège depuis l'intérieur. Ces types ne viennent pas discuter. Ils viennent t'intimider. Et maintenant, je suis mêlé à tout ça. Tu devrais partir. » Laurent la fixa. « Je peux partir. Mais je ne veux pas. Pas maintenant. Pas en te laissant seule avec cette pression. » Claire eut un sourire amer. « J'ai géré pire que 2 hommes en costume. Mais pas avec moi dans les parages. Je suis devenue une cible. Et par ricochet, toi aussi. » Elle resta un moment sans rien dire, puis lâcha plus bas. « Je n'ai pas demandé à ce que tu restes, mais je ne te renvoie pas non plus. Alors fais ce que tu veux. Mais si tu restes, tu aides, et tu ne me caches plus rien. » Marché conclu. Les jours suivants furent marqués par une vigilance permanente. Claire dormait mal, se réveillait à chaque bruit. Laurent aussi semblait moins serein. Il vérifiait les clôtures, comme s'il s'attendait à les trouver forcées. Les regards échangés entre eux étaient plus fréquents, mais plus chargés. Il n'y avait plus d'illusions. Ils étaient en zone grise, entre protection mutuelle et danger partagé. Un soir, alors qu'ils dînaient dehors pour profiter de l'air frais, Claire rompit le silence. « Pourquoi tu es vraiment resté ? Au début, c'était pour disparaître. Puis c'est devenu une forme de refuge. Pas juste contre eux, mais contre ce que je suis devenu. Ici, je redeviens un homme, pas un logo, pas un actif financier. Et toi, Claire, tu m'as regardé sans chercher à m'expliquer ou à me réduire à ce que je représentais. C'est devenu important. Tu es un menteur bien entraîné. Je ne mens plus. Pas avec toi. Alors dis-moi une chose honnête. J'ai peur. Pas pour moi. Pour toi. Parce que je sais ce qu'ils peuvent faire, et je n'ai pas de plan pour les arrêter. Pas encore. » Claire ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, elle tendit la main, effleurant la sienne. « Je vis avec la peur depuis longtemps. Mais tu veux savoir ce que je ressens maintenant ?» Il hocha la tête. « Je me sens vivante. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas un aveu. C'était une vérité nue, arrachée à des années de silence, de solitude, de résignation. » Laurent ne répondit pas par des mots. Il ferma les yeux une seconde, comme pour retenir ce moment. Ils finirent le repas sans rien ajouter. Mais tout avait changé. Il n'y avait plus de place pour les jeux ou les faux-semblants. Le danger était réel, le lien aussi. Le lendemain, Claire retrouva un reçu glissé sous la porte de la cuisine. Un paiement réglé à la coopérative agricole locale, avec son nom en en-tête. Elle confronta immédiatement Laurent. « Tu as payé mes dettes ? Une partie, pour les semences et les engrais. Tu ne pouvais pas te le permettre. Et moi, je le pouvais. Ce n'est pas ton problème. Si, tu m'as offert un endroit où respirer. Je rends ce que je peux. » Claire jeta le papier sur la table. « Tu crois que c'est de la gratitude ? On n'achète pas ma paix avec un chèque. Je n'ai jamais voulu t'acheter. Mais tu l'as fait, sans demander. Parce que je respecte ce lieu. Et toi. » Elle quitta la pièce furieuse, blessée. Mais 1 heure plus tard, elle le rejoignit dans le hangar. « Ne recommence plus. Si tu veux m'aider, demande. Sinon, reste à ta place. » « D'accord. » Et ils reprirent leur travail. Le rythme avait changé, mais pas le fond. Quelque chose les liait, plus fort que l'orgueil, plus solide que la peur. La menace rôdait toujours. Mais désormais, ils n'étaient plus 2 solitudes face à l'orage. Ils étaient 2 volontés prêtes à résister. Les jours qui suivirent furent marqués par une transformation silencieuse de la dynamique entre Claire et Laurent. Si les gestes restèrent les mêmes, nourrir les bêtes, réparer les outils, entretenir les cultures, les silences entre eux étaient désormais plus denses, pleins de regards et de sous-entendus
que ni l'un ni l'autre ne prenait la peine de verbaliser. Il n'était plus question de méfiance ni de contrôle. C'était devenu une question de territoire partagé, d'équilibre précaire entre deux volontés qui, à défaut de se comprendre pleinement, avaient choisi de coexister et de se soutenir. Laurent avait cessé de prendre des initiatives sans prévenir Claire. Chaque amélioration, chaque modification proposée passait d'abord par une discussion. Il ne touchait plus aux finances sans son aval. Il n'appelait plus discrètement les fournisseurs ou les contacts qu'il avait activés lors de ses premiers jours. Il se comportait comme un homme qui voulait gagner sa place non pas par l'argent, mais par la constance. Et Claire, de son côté, malgré sa réserve naturelle, avait commencé à écouter. Non pas parce qu'elle lui faisait totalement confiance, mais parce qu'il avait prouvé, par des gestes concrets et sobres, qu'il n'était pas venu pour imposer quoi que ce soit. Elle remarqua que la clôture du champ nord, qu'elle pensait irréparable, sans l'aide d'un artisan, avait été entièrement remise en état par Laurent et deux voisins qui l'avaient discrètement sollicité. Elle vit aussi que le système d'irrigation avait été optimisé avec des tuyaux récupérés dans une remise abandonnée et réinstallés à la main. Pas une seule fois il n'en parla. Il faisait, simplement. Et cela l'agaçait presque autant que cela la touchait. Une semaine après la visite des deux hommes en costume, la coopérative locale lui annonça que son dossier de dette avait été classé comme réglé. Claire entra dans une colère froide et violente. Elle alla droit au hangar, où Laurent réparait une roue de brouette et lança les papiers sur la table. « Tu avais promis. » Il leva les yeux vers elle. « Ce n'était pas un achat. Je ne l'ai pas fait pour te posséder. Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas te regarder te débattre dans cette boue quand j'avais les moyens de t'en sortir. C'était un acte de reconnaissance. Et mon choix? Mon orgueil? Tu crois que je vis ici pour que quelqu'un règle mes comptes à ma place? Tu vis ici pour faire survivre une ferme qui te tient debout. Je voulais éviter qu'on te l'arrache, pas t'enlever ta dignité. » Claire resta immobile, le regard brûlant. « Tu ne comprends rien. Ce que je perds, à chaque dette payée par un autre, ce n'est pas de l'argent. C'est mon identité. Et ce que tu gagnes, c'est la liberté de continuer. Tu crois que je ne comprends pas la valeur de la fierté? Je l'ai perdue en acceptant de fuir. Mais j'ai retrouvé quelque chose ici qui vaut bien plus. La volonté de me battre à nouveau. Pas pour une entreprise, pour ce que je ressens. » Le silence qui suivit fut long. Claire tourna les talons, sortit sans un mot et passa la journée entière à désherber le potager à la main, comme pour évacuer une colère qui ne visait plus vraiment Laurent, mais le monde entier, et peut-être aussi elle-même. Le soir, elle n'alla pas manger. Elle resta dans sa chambre, les volets fermés. Pourtant, vers minuit, elle descendit. Elle avait faim et surtout, elle avait besoin de comprendre ce qui la troublait. Dans la cuisine, la lumière était encore allumée. Laurent était là, assis, un vieux cahier de comptes ouvert devant lui. Il ne leva pas la tête. « Je regardais les chiffres, » dit-il doucement. « Tu as fait des miracles avec si peu. Tu n'as besoin de personne pour survivre. Mais peut-être que tu mérites mieux que de simplement survivre. » Claire s'approcha, regarda les lignes écrites de sa main. Il avait organisé ses comptes, classé ses dépenses, prévu des marges, tout en respectant sa manière de faire. Elle le fixa un moment. « Je n'ai jamais demandé à être sauvé, et je n'ai jamais voulu jouer les sauveurs. Alors pourquoi faire tout ça? Parce que je t'admire, et parce que je me sens bien ici. Avec toi, ce n'était pas une déclaration, c'était une constatation. » Claire s'assit à son tour, versa 2 verres d'eau. Ils burent en silence. Quelques jours plus tard, lors de la fête des récoltes du village, Claire fut invitée à apporter ses produits. Elle n'y allait presque jamais. Trop de monde, trop de regards. Mais cette fois, elle accepta. Laurent proposa de l'accompagner. Elle refusa d'abord par réflexe, puis elle céda. Il ne s'imposa pas. Il resta à ses côtés, discret, aidant à installer les caisses, à parler aux passants. Il n'était pas le PDG. Il n'était pas l'invité. Il était juste là. Quand la musique commença, une vieille mélodie jouée par un groupe local, Claire sentit un frisson qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Laurent lui tendit la main, elle hésita, puis, lentement, elle la prit. Ils dansèrent, mal d'abord. Elle n'aimait pas être regardée. Ils ne savaient pas vraiment guider, mais peu importait. Ils dansèrent comme 2 personnes qui avaient trop attendu pour cela. Les gestes étaient maladroits, mais sincères. À un moment,
Elle ferma les yeux. L'espace de quelques minutes, elle ne pensa plus aux dettes, à la trahison, aux hommes en costume, au passé. Elle se contenta de sentir le contact d'une main, le rythme d'un corps contre le sien, la musique qui remplissait l'air comme un souffle ancien, revenu de loin. Puis elle s'arrêta brusquement. « Je dois rentrer. » Laurent hocha la tête, sans protester. Sur le chemin du retour, elle ne dit rien. Il respecta son silence. Ce n'est qu'en arrivant à la maison qu'elle ouvrit la porte de la chambre et sortit une enveloppe usée, qu'elle tenait cachée depuis plusieurs jours. Elle la posa sur la table de la cuisine. Elle est arrivée il y a une semaine. Laurent lut l'en-tête, mais ne toucha pas à la lettre. « De lui ?» Claire acquiesça. « Mon ancien fiancé. Celui qui m'a laissé sans un mot. Il veut qu'on se voie. Il parle de regrets, de seconde chance. » Laurent ne bougea pas. Son visage resta impassible, mais ses yeux, eux, avaient changé. Il ne dit rien. Et c'est dans ce silence que Claire sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de lui. Elle prit la lettre, la rangea dans un tiroir. « Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu n'as pas à te décider maintenant. Je sais. » Et elle monta se coucher, laissant Laurent seul face à la table vide, au tiroir fermé, et à ce qu'il ressentait sans pouvoir encore nommer. Les jours qui suivirent la révélation de la lettre furent d'une étrange densité. Rien n'avait été dit clairement, aucune décision n'avait été prise, mais tout, dans l'air, vibrait différemment. Laurent s'était replié légèrement, non pas par rancune, mais par respect. Il ne demandait rien, n'exigeait rien, mais ses gestes étaient les plus mesurés, ses regards plus rares. Il avait compris que quelque chose s'était réveillé en Claire, quelque chose qu'il ne pouvait ni contrôler ni ignorer. Et Claire, de son côté, oscillait entre deux pôles. La colère enfouie d'avoir été abandonnée sans explication, et le trouble de cette lettre soudaine, ce retour du passé qu'elle n'avait ni prévu, ni souhaité. Elle la relisait en cachette, presque chaque soir, pas pour y trouver des réponses, mais pour chercher entre les lignes la sincérité ou la manipulation. Son ex-fiancé, Julien, écrivait avec une pudeur inhabituelle. Il parlait d'erreur, de peur, de fuite. Il disait qu'il n'avait jamais cessé de penser à elle, qu'il regrettait chaque jour de l'avoir laissée seule devant l'église, qu'il avait mis des années à comprendre ce qu'il avait perdu. Et maintenant, il voulait une rencontre. Rien de plus, disait-il. Juste une chance de la voir, de lui parler, de l'écouter. Claire n'en parlait pas à Laurent, mais elle sentait son regard changer à chaque fois qu'elle s'absentait quelques minutes de plus. Il ne posait pas de questions. Il ne la suivait pas. Mais le silence entre eux n'était plus le même. Il n'y avait plus de confort, mais une attente sourde, une tension que ni l'un ni l'autre ne voulait affronter. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait le poulailler, elle sentit une présence derrière elle. Laurent tenait une bouteille d'eau et un chiffon. « Tu ne manges plus avec moi, dit-il simplement. J'ai été occupé. Tu penses à lui. » Elle se redressa lentement, les mains pleines de paille. « Je pense à ce que cette lettre a réveillé. Ce n'est pas pareil. Et qu'est-ce qu'elle a réveillé? Une blessure que je croyais fermée. » Il hocha la tête. « Il t'a brisé, Claire ?» Elle réfléchit avant de répondre. « Non, il m'a laissée incomplète. » Ils restèrent là, debout au milieu des odeurs de foin et de terre, sans autre bruit que celui des poules picorant. « Et moi ?» demanda-t-il enfin. « Qu'est-ce que je suis venu déranger ?»« Tu n'as rien dérangé, tu as déplacé l'équilibre. » « Vers quoi ?» « Je ne sais pas encore. » Ce soir-là, Claire se rendit seule dans le village. Elle voulait marcher, respirer, penser loin du regard de Laurent, loin de la ferme, loin du poids de ses décisions. En passant devant la mairie, elle aperçut le panneau d'affichage. Une note, épinglée récemment, annonçait le lancement prochain de la procédure de saisie pour certaines propriétés en retard de paiement. Le nom de sa ferme figurait encore sur la liste. Malgré les règlements récents, d'anciennes dettes oubliées continuaient de menacer la propriété. Elle rentra plus vite qu'elle n'était partie. À peine arrivée, elle entra dans la cuisine, ouvrit son classeur, vérifia les papiers. Oui, certains impôts fonciers n'avaient pas été réglés depuis 2 ans. Le solde, modeste à l'époque, avait doublé avec les pénalités. Elle referma le classeur, les mâchoires crispées. Elle n'avait plus la force de tout porter seule. Mais elle ne voulait pas non plus demander. Laurent la trouva dehors, appuyée contre la barrière du champ, les yeux perdus. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ils vont vendre. La mairie a ressorti d'anciennes dettes, des taxes. J'ai cru qu'elles avaient été annulées avec le reste. Tu vas les payer ?»
Comment? Je n'ai même pas encore terminé de rembourser l'aliment du bétail. Tu veux que je m'en occupe? Elle tourna la tête vers lui, agacée. Non, tu l'as déjà fait sans demander. C'est fini ça. Il la regarda longuement. D'accord, alors dis-moi ce que tu veux. Je veux comprendre ce que tu vas faire, toi. Si tu comptes rester ici à jouer au fermier jusqu'à ce que tout s'écroule, ou si tu vas reprendre ta place dans le monde réel. Mon monde réel est devenu le tien. C'est une belle phrase, Laurent, mais elle ne paie pas les factures, ni les conséquences de ton absence. Il recula d'un pas. Alors je vais régler mes affaires, une bonne fois pour toutes. Mais je le ferai sans te mêler à ça. Tu veux dire sans m'en parler, ou sans que je sois en danger? Les deux. Et après je reviendrai, si tu le veux. Elle ne répondit pas. Pas par indécision, mais parce qu'elle ne savait plus si ce qu'elle ressentait était assez fort pour survivre à la distance, à l'attente, à l'ombre de Julien et aux dettes qui menaçaient chaque centimètre carré de sa terre. Le lendemain matin, elle se leva tôt, comme toujours. Mais cette fois, Laurent n'était pas dans le hangar. Il n'était pas dans la grange ni dans les champs. Sur la table de la cuisine, une enveloppe blanche avec son prénom écrit à la main. À l'intérieur, quelques lignes. Je dois finir ce que j'ai commencé, pas pour moi. Pour ce que je pourrais être si tu me laisses revenir. Laisse-moi une chance de me battre. Je ne fuis pas. Je fais face. Elle, Claire resta debout longtemps, la lettre dans les mains. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas crié, mais elle se sentit plus seule que jamais, parce qu'elle avait laissé quelqu'un entrer, et que ce quelqu'un, maintenant, n'était plus là. Elle rangea la lettre dans le même tiroir que celle de Julien. 2 lettres, 2 hommes, 2 passés, un seul présent, et un avenir qui, pour la première fois depuis des années, lui semblait totalement incertain. Le retour de la solitude fut brutal. Après des semaines à partager son quotidien avec Laurent, Claire redécouvrait le silence complet de la ferme, ce vide sonore où chaque pas résonnait trop fort, chaque objet déplacé semblait émettre un écho disproportionné. Elle n'avait pas réalisé à quel point sa présence s'était inscrite dans les gestes les plus anodins. L'eau mise à chauffer sans y penser, les outils rangés à 2, les repas préparés sans prévoir qu'elle serait seule à les consommer. Pourtant, elle n'était pas du genre à s'attacher facilement, encore moins à quelqu'un venu d'un monde aussi éloigné du sien, mais quelque chose en Laurent, dans sa manière de la regarder, de ne jamais s'imposer, de comprendre ses silences, avait ouvert en elle une brèche. Elle se força à se concentrer sur le travail, les semis de fin de saison, les réparations avant les pluies, les comptes à mettre à jour. Mais chaque ligne comptable, chaque détail de facture, lui rappelait sa fragilité financière. Le sursis qu'elle pensait avoir gagné grâce aux dernières aides locales s'effondrait sous le poids des vieilles dettes administratives. La mairie avait confirmé par courrier que si le solde dû n'était pas réglé sous 30 jours, la ferme serait placée en procédure de saisie. Pas une menace, une réalité administrative froide, claire, indiscutable. Un soir, alors qu'elle terminait de rentrer les outils, un voisin passa à vélo pour lui remettre un pli venu de la préfecture. En l'ouvrant, elle découvrit l'annonce officielle de la date du futur appel d'offres pour la mise aux enchères de la propriété. Une vente publique, une humiliation annoncée. Elle sentit ses mains trembler. Elle avait tout donné pour cette terre. Elle y avait enterré ses parents. Elle y avait vécu les pires deuils et les rares instants de paix. Et maintenant, tout cela allait être vendu au plus offrant, dans une salle municipale impersonnelle. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à ce même moment, dans un immeuble discret à Paris, Laurent Dubois finalisait un document sous un nom qui n'était pas le sien. Il avait demandé à un ancien collègue de confiance, silencieux mais redoutablement efficace, de l'aider à constituer un dossier d'achat anonyme. Il avait choisi une fausse identité, une société écran locale, et engagé un avocat discret spécialisé en enchères publiques. Il n'allait pas laisser la ferme tomber. Pas après tout ce qu'elle avait représenté pour lui. Pas après ce que Claire lui avait offert sans le savoir. Quand le jour de la vente arriva, Claire ne se présenta pas à la mairie. Elle n'en avait ni la force, ni l'envie. Elle resta dans sa cuisine, les volets fermés, le téléphone débranché. Le monde pouvait bien se délester d'elle sans qu'elle bouge. Elle avait vécu le départ de ses parents, l'abandon de Julien, la trahison du système agricole. Que pouvait-on lui retirer de plus? Elle avait appris à vivre sans illusion, mais l'appel d'une voisine, quelques heures plus tard, la tira de sa torpeur. D'un ton étonné, presque excité, la femme lui annonça que la ferme avait été vendue. À un acheteur inconnu qui n'avait jamais mis les pieds dans la région,
mais qui avait tout payé comptant. Et mieux encore, l'acheteur n'avait pas l'intention d'occuper le lieu. Il avait stipulé dans l'acte qu'il souhaitait maintenir Claire en tant que gérante des opérations agricoles, avec une option d'achat à son nom, sous condition de stabilité financière sur les 2 prochaines années. Claire sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle raccrocha sans dire un mot, puis relut 3 fois les papiers de la mairie que la voisine lui avait apportés. Tout était réel. Elle n'était plus propriétaire, mais elle avait une chance de le redevenir. Elle n'avait rien perdu, pour l'instant. Elle avait même gagné du temps. Mais à quel prix? Et surtout, grâce à qui? Elle savait, instinctivement. Il n'y avait qu'un homme qui pouvait avoir fait cela, et il ne l'avait pas prévenu. Il ne l'avait pas consulté. Il avait décidé pour elle, une fois de plus. Quand Laurent revint quelques jours plus tard, vêtu simplement, sans valise ni fanfare, elle l'attendait dans la cour. Il marcha vers elle, le pas plus lent qu'à l'habitude. Il savait que ce retour ne serait pas simple. Il portait sur ses épaules le poids d'une décision prise seule, même si c'était pour la sauver. « Tu as acheté ma ferme », dit-elle sans préambule. « Je l'ai protégée », corrigea-t-il. « En ton nom. Tu pourras la récupérer dès que tu seras prête. Il n'y a pas de piège, pas de conditions cachées. Juste une solution pour que tu ne perdes pas ce qui t'appartient. Tu crois que ça excuse le fait que tu aies pris cette décision sans moi? Non. Je sais que j'ai franchi une limite, mais je n'avais pas d'autre moyen de te faire gagner du temps. Et je ne pouvais pas rester là, à te voir perdre tout ce que tu es sans rien faire. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas la terre que j'allais perdre, c'était moi. Et moi, j'avais déjà tout perdu, Claire, sauf l'idée que je pouvais encore faire quelque chose de juste. Elle se détourna, les bras croisés. Tu m'as mise devant un fait accompli, encore. Oui, et je l'assume, mais je suis revenu pour réparer, pas pour contrôler. Elle le regarda longues secondes. Et ta guerre là-bas, tu as gagné? Le conseil a été dissous, les coupables identifiés. Je reprends le contrôle, mais je ne veux plus de ce trône vide. Pas sans sens, pas sans toi. Tu ne sais même pas ce que je ressens. Je sais que tu es en colère, et que tu as raison. Mais je sais aussi que tu ne m'as pas fermé la porte. Tu m'écoutes encore. Je ne suis pas un projet à sauver, Laurent. Je suis une femme qui essaie de se reconstruire. Et je suis un homme qui veut apprendre à ne plus tout faire seul. Ils restèrent là, à distance, sans se toucher, sans promesse. Le silence s'installa, pesant. Mais il n'y avait plus de rupture. Juste une tension, une fracture lente en train de se refermer, millimètre par millimètre. Puis le téléphone de Laurent vibra. Il lut le message. Quelques mots. Suffisant. Le dernier coup a été lancé. Ils agissent dans les 48 prochaines heures. Si je ne bouge pas maintenant, tout ce que j'ai reconstruit s'effondre. Claire le regarda, cette fois sans colère. Alors va. Et si je reviens, tu verras si je suis encore là. Il hocha la tête. Pas de serment, pas de baiser, pas d'adieu dramatique. Juste une promesse silencieuse, faite de regards et de décisions assumées. Le retour à Paris fut sec, sans détour, sans transition. Laurent n'avait emporté qu'un sac, des vêtements simples, un dossier de documents et une vieille montre que Claire avait retrouvée dans la grange et qu'elle lui avait discrètement rendue, sans mots. Il avait quitté la ferme sans cérémonie, comme on sort d'un rêve dont on ne veut pas encore s'éveiller, mais qu'on sait devoir affronter. Le voyage de retour le laissa épuisé, plus par la charge émotionnelle que par la distance. Il n'était plus l'homme pressé qui courait entre 2 réunions dans les tours de verre. Il avait changé, et chaque minute passée loin d'Annecy le lui rappelait douloureusement. À son arrivée, l'air parisien lui sembla plus lourd qu'à son départ. Les couloirs froids de son immeuble, le silence contrôlé de ses bureaux privés, les regards calculés de ses associés, tout avait repris sa place. Pourtant, il savait que rien ne serait plus comme avant. Il n'était plus un simple dirigeant de multinationale. Il était devenu quelqu'un qui avait quelque chose à perdre au-delà du capital, un homme qui avait aimé l'odeur du foin, le bruit des sabots dans la boue et le rire discret d'une femme qui n'avait rien demandé. La réunion décisive avait lieu 2 jours plus tard. Tout le conseil d'administration avait été convoqué. Certains visages étaient connus, d'autres plus récents, mais tous étaient liés à la tentative de renversement orchestrée en son absence. Laurent entra dans la salle comme un homme qui revient d'un combat intérieur. Il portait un costume sombre, impeccable, mais sous l'élégance du tissu, ses épaules étaient plus lourdes, son regard plus fixe. Il ne salua personne. Il s'assit en bout de table, ouvrit son dossier et commença à parler. Pas de discours, pas de justification, juste les faits,
alignés avec une précision chirurgicale. Il dévoila les documents prouvant la manipulation des bilans, les enregistrements subtils d'échanges suspects, les signatures falsifiées. Il présenta un à un les noms, les transactions, les montages financiers douteux. Il ne leva pas la voix. Il ne pointa personne du doigt. Il laissa les preuves parler. Et elles étaient accablantes. En face de lui, les regards devinrent fuyants, puis hostiles, puis silencieux. L'homme qui avait tenté de prendre sa place, son ancien directeur financier, tenta une défense timide. Laurent l'arrêta d'un simple geste. « Vous avez utilisé ma confiance pour votre ambition. Vous avez parié sur mon silence. Vous avez perdu. » La décision du Conseil fut rapide. Suspension immédiate des membres impliqués, enquête interne lancée, vote de maintien du président à l'unanimité des voix restantes. Laurent avait gagné, non par vengeance mais par devoir. Il avait défendu ce qu'il avait construit. Mais en sortant de la salle, il ne ressentit aucune satisfaction, juste un vide étrange, comme si la victoire n'avait plus le même goût. Elle n'était qu'une étape nécessaire avant de reprendre ce qui lui importait vraiment. Dans les jours suivants, il refusa les interviews, les demandes de participation à des conférences, les invitations aux événements mondains. Il délégua la direction opérationnelle temporairement à son bras droit et se retira de l'agitation. Il passa ses journées à remettre de l'ordre dans les comptes, à simplifier les organigrammes, à restructurer la hiérarchie. Mais son esprit restait ailleurs, dans un champ, sur un vieux banc en bois, devant une tasse de café réchauffée 3 fois. Chaque soir, il ouvrait un carnet de notes où il avait inscrit les détails de la ferme, les dates de plantation, les quantités de lait, le nombre de jours avant la récolte. Il écrivait sans but précis, peut-être pour ne pas oublier. Il écrivit aussi une lettre à Claire, une vraie, manuscrite, sans fioriture. Il y parlait peu de la victoire. Il parlait surtout d'elle, de ce qu'elle lui avait appris, du silence qu'elle lui avait offert comme une forme de guérison, du respect qu'elle exigeait, même sans jamais le réclamer. Il y avait dans ses mots une douceur qu'il n'avait jamais osé lui montrer. Il glissa la lettre dans une enveloppe simple, y colla un timbre et la posta lui-même. Mais elle n'arriva jamais. Des semaines passèrent. À Annecy, Claire reprenait lentement son rythme, mais sans la conviction d'avant. Elle avait récupéré la gestion de la ferme, stabilisé les commandes, commencé à prévoir la saison suivante. Mais l'absence de Laurent était partout, dans les gestes, dans les objets qu'il avait réparés, dans les notes qu'il avait laissées dans le cahier de compte. Elle ne savait pas s'il reviendrait. Elle ne savait pas non plus si elle voulait qu'il revienne. Elle oscillait entre le besoin de reprendre le contrôle de sa vie seule et celui, nouveau et dérangeant, de partager quelque chose avec quelqu'un qui ne la voyait pas comme un fardeau. Un matin, elle alla jusqu'à la boîte aux lettres, sans raison. Rien d'inhabituel. Publicité, facture, une carte de la mairie. Mais aucune lettre, pas de nouvelles. Elle rentra chez elle et rangea le courrier sans y penser. Elle se dit qu'il avait peut-être oublié, ou choisi de ne pas revenir. Elle ne voulait pas espérer. Elle n'aimait pas ce sentiment. Il l'exposait. Pendant ce temps, à Paris, Laurent fixait l'écran de son téléphone. Le message était là, froid, sec. Tout est en place. Dernière tentative prévue à 11 heures. Conseil de crise obligatoire. Il rangea le téléphone dans un tiroir. Il n'irait pas. Il avait donné assez. Il n'y avait plus de crise pour lui. Il avait choisi sa guerre. Et maintenant, il était temps de choisir ce qu'il voulait réellement. Il prit une veste, sortit de l'appartement et descendit les escaliers lentement. En bas, son chauffeur attendait. Mais il ne monta pas dans la voiture. Il marcha, longtemps, à travers les rues de la ville, jusqu'à ce que les bruits, les lumières, les voix cessent de le distraire. Il voulait du silence, le vrai, celui qu'il avait appris à respecter, celui qui ne juge pas, mais qui vous force à vous entendre. Et dans ce silence, une seule chose restait claire. Il était temps de rentrer. L'hiver tombait doucement sur les montagnes autour d'Annecy quand il réapparut, presque sans bruit. Un matin gris, alors que Claire sortait traire ses vaches, elle le vit au bout de l'allée bordée de sapins. Il tenait une valise légère dans une main, l'autre libre. Son pas n'était pas pressé, mais déterminé. Le cœur de Claire se serra. Elle demeura immobile, le regard fixé sur lui, incapable d'avancer, incapable de reculer. Il marcha quelques mètres, posa la valise à terre, fit un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit à quelques mètres d'elle. « Claire », murmura-t-il. Elle resta silencieuse. « Je suis revenu.
Il ne disait pas « je t'aime » ni « pardonne-moi ». Il disait « je suis revenu » comme on revient à la maison après un long exil. Son visage portait les signes du voyage, la fatigue, les rides au coin des yeux, mais aussi une énergie contenue. Il n'était plus l'homme en costume parfait, il portait un manteau simple, une écharpe légère, des chaussures de marche. Il avait changé, ou du moins, l'illusion du changement laissait entrevoir un homme différent. Elle finit par avancer vers lui. Pas une course, un pas hésitant. Quand elle arriva à sa hauteur, il baissa les yeux, comme s'il attendait son jugement. « Pourquoi ?» dit-elle enfin. « Pourquoi revenir maintenant ?» Il inspira profondément, rassembla ses mots. « Je suis revenu parce que je ne peux plus vivre ailleurs. Parce que je veux que tu me regardes pour ce que je suis devenu, non pour ce que j'étais. Parce que chaque jour passé loin de toi était un échec. Si tu n'en veux pas, je partirai à nouveau. » Mais je ne pouvais pas rester absent. Elle le fixa longtemps. Il y avait dans son regard la sincérité, mais aussi l'inquiétude. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait qu'il l'avait blessée, qu'il avait décidé sans elle, qu'il avait pris sa ferme sans lui demander. Il savait qu'il y avait tant à réparer. Et pourtant, il était là, debout devant elle. Elle ne bougea pas. Elle n'attendait pas qu'il la touche. Elle voulait seulement qu'il soit là. Il fit un pas vers la valise, l'ouvrit, en sortit une enveloppe qu'il lui tendit. Une lettre. Je l'ai écrite avant de partir. Je voulais qu'elle arrive, même si je ne sais pas si tu la liras. Elle prit l'enveloppe. La matière était fragile. Le papier était fin. Il portait son nom, écrit à la main. Un mot qu'il avait osé. Il l'ouvrit. Les lettres flottaient devant ses yeux. Elle lut lentement. « Je suis revenu pour réparer, non pour recommencer. Je ne te promets pas la perfection, je te promets la transparence. Je te promets de ne jamais t'imposer une décision importante sans toi. Je ne t'ai pas laissé dehors parce que je voulais te sauver. Je l'ai fait parce que je ne supportais pas l'idée de te perdre pour de bon. Si tu veux, je peux rester ici. Si tu ne veux pas, je peux partir. Je respecte ton choix. Mais je suis revenu pour toi. » Elle referma la lettre, leva les yeux. Ses lèvres tremblaient. Elle serra les doigts autour de l'enveloppe comme pour en puiser une force invisible. « C'est beau. Trop beau peut-être. Ça ne suffit pas, je sais. Je ne veux pas que ce soit beau. Je veux que ce soit vrai. » Il recula d'un pas, juste assez pour lui laisser l'espace de respirer, mais pas pour s'éloigner complètement. « Je veux rester. Si tu me laisses une chance. » Elle resta immobile. Le vent soufflait dans les sapins. Le paysage rural immobile sous la légère neige semblait retenir son haleine. Elle pensait à tout ce qu'ils avaient traversé. La trahison, les dettes, la peur, les silences, les actes non dits, les sacrifices. Elle pensait à la ferme, à ses vaches, à ses saisons. Elle pensait à elle-même, aux murs qu'elle avait bâtis autour de son cœur, aux cicatrices encore ouvertes. Et puis elle répondit « Je vais rester ici, mais pas parce que je te pardonne tout de suite, parce que j'ai besoin de voir ce que nous pouvons devenir ensemble. Rien de plus. Pas de promesses illusoires, pas de contrôle, juste une chance. » Il hocha la tête, doucement, comme si le simple mot « chance » suffisait, après tout ce qu'ils avaient traversé. Il se rapprocha, s'arrêta à 1 mètre d'elle. Il posa la main sur la valise, pas sur elle. Il respectait toujours la distance, même maintenant. Il n'avait pas changé ses habitudes de prudence. « Merci, dit-il. » Elle ne répondit pas. Elle garda le silence, fixant la ferme, le ciel, l'allée. Elle sut dans ce moment qu'elle ne reculerait pas, qu'elle ne fuirait plus, qu'elle allait choisir de faire face. Avec lui, mais à ses conditions. Lui, avec ses choix, ses fautes, ses silences, ses erreurs, mais aussi ses efforts. Plus tard dans la journée, après qu'il ait déposé la valise dans la maison, ils se retrouvèrent dans la cuisine. Ils parlèrent peu. Ils faisaient ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Ils ne parlaient pas pour convaincre, mais pour se comprendre. Il lui raconta ce qu'il avait vécu à Paris, ses batailles internes, les menaces encore en cours, mais aussi sa douleur à être loin d'elle. Elle lui parla de ses nuits sans lui, de sa peur de perdre tout ce qu'elle avait reconstruit, de son désir de ne plus se sentir vulnérable. À l'heure du dîner, elle alluma une bougie sur la table. Ce ne fut pas un geste romantique. Ce fut un geste humble, comme si la lumière apportait une chaleur qu'il restait à apprivoiser. Ils mangèrent côte à côte sans se toucher. Mais dans le silence, il y avait une intimité nouvelle, une récompense fragile. Le soir venu, elle monta dans sa chambre. Avant de fermer la porte, elle l'appela. « Laurent ?» dit-elle. « Oui ?»
« Merci d'être revenu. » Il resta en bas, le silence pesant. Mais elle sut qu'il avait entendu, et que le silence parfois pouvait dire plus que des promesses. Le matin suivant, un soleil timide filtrait à travers les rideaux épais de la cuisine. Claire descendit en silence, les pieds nus sur le carrelage froid. Le café était déjà en train d'infuser. Laurent s'était levé plus tôt. Elle le trouva assis à la table, les mains croisées, le regard perdu dans le vide. Il se leva doucement quand elle entra, puis resta debout, attendant un signe de sa part. Elle s'approcha, remplit 2 tasses, lui en tendit une. Pas un mot n'était nécessaire. Leur pacte, encore fragile, tenait dans ces gestes simples. Ils passèrent la matinée à remettre en ordre la grange, à vérifier les clôtures après les premiers vents violents de l'hiver. Travailler ensemble leur rappelait ce qu'ils avaient été avant que tout ne se complique. Chacun connaissait le rythme de l'autre, ses silences, ses gestes, et pourtant, sous la surface, une question brûlait. Que faire de ce qu'ils étaient en train de reconstruire? Était-ce suffisant? Était-ce tenable dans le temps? Ce fut l'arrivée d'un facteur un peu avant midi qui brisa le semblant d'équilibre. L'homme tendit une enveloppe officielle, scellée du cachet de la préfecture. Claire la prit, signa, referma la porte. Elle n'ouvrit pas immédiatement. Elle la laissa sur la table pendant un long moment, comme si la repousser pouvait différer les conséquences. Laurent, de son côté, observait en silence. Finalement, elle l'ouvrit. Il s'agissait d'une proposition inattendue. Le gouvernement régional, après une série de visites techniques faites discrètement par des agents du ministère de l'Agriculture, souhaitait classer la ferme de Claire comme patrimoine culturel vivant. Un label rare qui visait à préserver les savoir-faire traditionnels, les lieux encore en activité malgré les pressions économiques. Ce classement, s'il était accepté, débloquerait des subventions, assurerait une protection contre les ventes forcées et ouvrirait des voies d'investissement pour la transmission à long terme. Claire relut le document plusieurs fois. Elle n'en revenait pas. Pour une fois, ce n'était pas une menace. C'était une porte ouverte. Mais avec cette ouverture venait un poids. Elle devait décider. Accepter signifiait transformer la ferme en exemple, en vitrine. Refuser, c'était continuer à tout porter seule. Elle leva les yeux vers Laurent qui avait compris sans avoir besoin de lire. « C'est une chance », dit-il calmement. « Oui », répondit-elle, « mais je n'ai pas l'habitude qu'on m'en donne. Ce n'est pas une aumône, c'est la reconnaissance de ce que tu fais depuis des années. Et si ça change tout, si ça fait de cette ferme quelque chose que je ne contrôle plus, alors on trouvera un moyen de garder l'essentiel. Ensemble. » Le mot était lâché. Ensemble. Claire détourna le regard. Elle avait du mal à s'habituer à l'idée que ce « nous » puisse exister hors des moments de crise, que la stabilité puisse être partagée, qu'elle n'ait pas à se battre seule contre chaque échéance. Ils prirent le reste de la journée pour lire les conditions du projet. Rien n'était obligatoire. Elle restait maîtresse des choix, des cultures, des rythmes. L'équipe gouvernementale souhaitait simplement accompagner, documenter, valoriser. Cela semblait honnête, presque trop simple. Et pourtant, tout au fond d'elle, Claire sentait que l'enjeu était plus grand que les termes du contrat. Ce n'était pas seulement une question de statut pour la ferme, c'était une question de confiance. Confiance dans un système qui l'avait souvent trahi. Confiance en elle-même, surtout. Et peut-être aussi, maintenant, confiance en Laurent. Le soir venu, ils se retrouvèrent dans la cuisine. Le feu crépitait dans le poêle. Claire posa 2 assiettes sur la table, servit une soupe chaude et s'assit face à lui. « Tu penses que je devrais accepter ?» demanda-t-elle. « Je pense que tu dois décider sans peur. Et toi, qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Il la fixa, droit dans les yeux. « Je veux rester, pas en invité, pas en passager. Je veux t'aider à faire de cet endroit quelque chose qui t'appartienne encore plus qu'avant. Je veux qu'on construise quelque chose de vrai, mais pas si tu le fais pour moi. Seulement si tu le fais parce que tu y crois. » Elle écoutait sans interruption. Il avait parlé sans détour, sans grands mots, juste avec la voix d'un homme qui avait appris à perdre et qui ne voulait plus prendre sans donner. Et si je refuse le projet? Et si je choisis de continuer seul comme avant? Alors je t'aiderai pareil, et je resterai si tu m'autorises. Elle soupira. La logique aurait été de dire non, de garder son indépendance, de ne rien céder. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne voulait plus vivre sur la défensive. Elle voulait avancer avec lucidité, mais aussi avec cette possibilité nouvelle d'un avenir à 2. Je vais accepter, à mes conditions.
Je vais faire de cette ferme ce qu'elle mérite d'être. Et si tu veux en faire partie, ce sera à mes côtés, pas devant moi. Je n'ai jamais voulu être devant, juste à côté. Alors reste. Il sourit, un sourire léger, sans triomphe. Pas une victoire, une reconnaissance. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils rangeaient ensemble les ustensiles du dîner, Claire s'arrêta. Elle posa sa main sur celle de Laurent. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin. Le geste parlait pour elle. Il ne s'agissait plus de pardon ni de promesse. Il s'agissait d'un choix, réel, présent. Et dans cette nuit d'hiver, sans plan précis, sans calendrier établi, ils savaient tous les deux que le plus difficile restait à venir. Mais pour la première fois, ils avaient une base solide sur laquelle poser leurs doutes, leurs espoirs et leurs actes. Parce que cette ferme n'était plus seulement un héritage. Elle devenait un projet commun. L'hiver s'installait lentement sur les collines autour d'Annecy, recouvrant les champs de givre et enveloppant les toits d'un manteau silencieux. La lumière du matin devenait pâle, filtrée par un ciel gris sans colère, mais chargé d'une forme de retenue. Dans ce décor presque figé, la ferme de Claire n'était plus un vestige de résistance solitaire. Elle vibrait d'un souffle nouveau, discret mais solide, fait de gestes partagés, de décisions concertées, de regards qui n'avaient plus besoin de justification. Les travaux d'entretien se poursuivaient avec rigueur. La mairie avait officialisé le classement de la ferme comme patrimoine culturel vivant et bien que les subventions ne soient pas encore arrivées, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus une course contre la montre. C'était une organisation sereine, avec un horizon plus stable. Claire dirigeait chaque détail avec sa rigueur habituelle, mais désormais, elle déléguait aussi. Laurent, à ses côtés, ne donnait pas d'ordre. Il soutenait, proposait, observait. Il avait appris à ne pas envahir, et Claire avait appris à ne plus tout repousser. Dans le village, les rumeurs avaient cessé. Les curieux du début, qui voyaient en Laurent un mystère à percer, s'étaient lassés de son attitude modeste et de sa discrétion constante. Il avait fini par devenir un visage familier au marché, un client régulier chez le fromager, un homme qui savait dire bonjour sans chercher à impressionner. Et pour Claire, cela changeait tout. Il ne représentait plus une menace, ni une anomalie. Il faisait partie du décor, sans l'avoir forcé. Un après-midi, alors qu'il préparait le stockage de l'herbe pour les bêtes, Claire reçut un appel inattendu. Il venait d'une agence régionale de tourisme agricole, informée du classement de la ferme. Une responsable souhaitait visiter les lieux pour envisager l'intégration de la propriété dans un circuit pédagogique. Claire écouta poliment, nota les informations, promit de réfléchir. Mais une fois le téléphone raccroché, elle resta longtemps silencieuse, les yeux perdus à travers la fenêtre. Ce n'était plus seulement une question de survie, c'était une transformation. La ferme devenait un symbole, un lieu de mémoire et d'avenir. Et elle, malgré ses cicatrices, était au centre de tout. Laurent entra dans la pièce quelques minutes plus tard. Il vit son visage fermé, s'approcha sans bruit. « Une mauvaise nouvelle » demanda-t-il. « Non, une opportunité, et je ne sais pas encore si je suis prête. Tu n'es pas seule. » Elle tourna la tête vers lui, lentement. « Et toi? Tu comptes rester combien de temps encore ? Aussi longtemps que tu l'acceptes. Je ne veux pas m'imposer. Tu ne t'imposes plus. Tu existes ici. C'est différent. » Il hocha la tête. Il comprenait. Ce n'était pas une acceptation naïve. C'était une reconnaissance de place, d'équilibre. Elle n'était plus une femme acculée. Il n'était plus un homme en fuite. Ils avaient construit, pierre par pierre, une forme de coexistence où chacun gardait sa liberté sans céder l'essentiel. Le lendemain, Claire remarqua quelque chose d'étrange au bout du champ. Un éclat de couleur inhabituel. Elle s'approcha. Là, malgré la saison, quelques brins de lavande poussaient entre les herbes sèches, fragiles, mais bien vivants. Elle s'agenouilla, toucha les fleurs du bout des doigts. Leur odeur était discrète, presque timide, mais réelle. Elle sourit. Ce n'était pas un miracle. C'était peut-être le résultat d'un reste de semences, oublié l'année précédente, ou d'un microclimat préservé entre deux murs. Peu importait. Ce détail inattendu suffisait à lui rappeler que certaines choses naissent même hors saison, même quand on ne les attend plus. Elle retourna à la maison, ouvrit la porte du bureau et trouva Laurent en train de réviser des documents administratifs. Elle posa les tiges de lavande devant lui, sans mots. Elles ont repoussé. Il comprit immédiatement. En plein hiver ? Oui.
Comme quoi il y a toujours quelque chose qu'on ne contrôle pas, mais qu'on peut accueillir. Ils se regardèrent, longuement. Cette fois, sans hésitation, elle s'assit à côté de lui, appuya sa tête contre son épaule. Pas comme un acte de possession, mais comme une acceptation tranquille. Il posa sa main sur la sienne. Ils restèrent ainsi, le bruit du vent contre les volets comme seule musique. Les jours suivants furent simples. Travail, repas, discussion. Petit conflit sur la température du four ou la méthode de rangement des outils. Rien de spectaculaire, juste la vie, partagée. Claire commençait à penser au printemps. Elle élaborait un nouveau plan de culture, réfléchissait à intégrer les enfants de l'école locale pour des visites éducatives. Elle écrivait sur un cahier des idées de recettes à base de plantes à vendre lors du marché hebdomadaire. Elle ne rêvait pas d'expansion, elle rêvait de continuité. Et Laurent était là, discret mais présent. Il ne gérait plus une multinationale. Il gérait un budget de poulailler, une commande de paille, un planning de tonte. Et il le faisait avec la même application. Un soir, alors que la neige commençait à tomber, Claire sortit sur la terrasse. Laurent la rejoignit. Ils regardèrent ensemble le paysage se recouvrir lentement. Pas un mot. Puis elle dit « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?»« Non, j'ai trouvé ce que je ne savais pas chercher. » Elle acquiesça. Moi aussi. Ils restèrent là, les flocons fondant doucement sur leur manteau, la lavande séchée posée dans un vase juste derrière la fenêtre. Ce n'était pas un conte, ce n'était pas un miracle, c'était une construction, faite d'obstination, de douleur, de gestes répétés, et à présent de choix conscients. Ce qu'ils avaient commencé dans une nuit de pluie, avec un inconnu trempé sur le bord d'une route, s'était transformé en quelque chose de rare, une forme d'abri. Pas contre le monde, mais pour eux deux. Un lieu à leur image, rugueux et beau, exigeant et libre. La ferme, elle, était toujours là, vivante, fiable, comme eux.